Bienvenue sur Télé Antilles, mesdames, messieurs, très heureux de vous accueillir donc sur Télé Antilles, que vous soyez sur Free, le canal 932 sur Orange, le canal 398, ou encore sur Bouygues, le canal 407, une émission que vous pouvez également retrouver quand vous le souhaitez sur les différents réseaux sociaux de la chaîne, donc de Télé Antilles, sur Dailymotion, sur YouTube, mais également sur le Facebook. Une émission qu'on peut retrouver donc en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, mais également sur l'île de Beauté chez nos amis corses. Aujourd'hui, pour partager donc ce petit moment avec nous, on l'avait déjà reçu dans cette émission, c'est le député de la Martinique, donc de la première circonscription de la Martinique, regroupant les villes du Robert, Lamentin, Trinité, François, mais également le Gros Monde. C'est le jeune député, donc Giovanni William, que j'accueille, à qui je dis bonjour, monsieur le député. Bonjour à vous et bonjour à tous celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Alors merci, en tout cas, on avait pris, comme vous avez promis donc de revenir dans cette émission pour parler, parce que c'est vrai que dans cette émission, on aime recevoir nos élus. Vous êtes nos représentants donc dans cette assemblée, dans ce palais Bourbon, donc cette assemblée nationale, et puis les lois donc découlent de vous. C'est vous qui les voilà, vous les écrivez, vous les produisez. Encore il faut qu'elles soient donc mises en application, mais ça c'est un autre domaine. En tout cas, on vous remercie d'être là aujourd'hui avec nous. Monsieur le député, alors on rappelle que vous êtes également conseiller municipal de la ville du Robert. Un petit mot pour parler du Robert, puisque monsieur Montieu, Alfred Montieu, donc sur sa révérence, il part pour des raisons voilà, médicales, personnelles, après 4 mandatures. Tout à fait. Il a quitté la mairie. Il a décidé d'arrêter. Ouais. C'est un choix courageux de sa part. Après avoir mené tant de combats et avoir mené cette mairie durant tant d'années. Et moi, je lui souhaite un prompt rétablissement à lui et aussi à sa famille. Très bien. Vous aurez pu être l'homme de la situation pour prendre le relais non, c'est pas... Il y a un conseil municipal et on a décidé d'élire le premier adjoint qui fait aussi le travail. Ouais. Oui. Très bien. Vous faites partie du même groupe ou... Oui, tout à fait. On fait partie du même groupe. Il faut savoir qu'il n'y a pas qu'un seul homme qui décide, c'est un conseil municipal, il y a un bureau municipal, il y a des délégations, et on s'entend bien, et on va continuer le travail mené par Alfred Montieu jusqu'à la fin de sa mandature en 2026. Et puis en même temps, vous avez donc votre portefeuille, enfin vous avez donc votre mandat d'élu de la République, donc de député. Vous venez juste d'arriver à l'Assemblée nationale, donc... Vous faites vos classes, comme diraient certains dans le milieu. Vous avez encore beaucoup à apprendre et aussi à véhiculer pour la Martinique. Oui, mais de toute façon, quel que soit l'âge, on a à apprendre. Moi, je fais la distinction entre l'ancienneté et l'expérience. Je veux prendre de l'expérience, je veux prendre de l'ancienneté, mais c'est l'expérience qui compte. Ouais. Que retiendrez-vous, vous qui avez collaboré avec cet élu, Alfred Montieu, que voilà, le paysage... politique martiniquais connaît, puisqu'il a été également donc, président de Cap-Nord. Tout à fait. Que retiendrez-vous donc de ces 4 mandats à la tête donc, de cette ville du Robert, dont vous êtes originaire? C'est l'homme de proximité qui connaît tout le monde. Ouais. Tout le monde. C'est aussi un homme d'engagement et c'est un fin stratège politique. Ça, on ne le dit pas assez. C'est un fin stratège politique qui me donne beaucoup de conseils, qui m'a beaucoup aidé, notamment pour l'élection législative. Et c'est vraiment quelqu'un qui a tout donné. Il me rappelle toujours, il me le dit, il faut servir et non se servir. Et ça, je retiendrai ça de lui. C'est bien que... alors déjà, 4 mandats à la tête donc, de la ville du Robert. C'est cette génération d'élus, donc d'hommes de proximité, comme vous le disiez il y a quelques instants. Selon vous, il n'en existe presque plus. C'est terminé. On ne verra plus des maires arriver et puis diriger pendant 4 mandats, 3 mandats, donc une même ville. Ça peut être difficile aujourd'hui. Ça peut se faire, mais aujourd'hui, les choses deviennent de plus en plus compliquées. Ouais. On demande de plus en plus de technicité de la part de l'édilité. On demande beaucoup plus et c'est usant. Faire de la politique, c'est usant. Et quand on est un élu de proximité comme un maire, c'est compliqué de faire 4 mandats. Et Alfred Montieu a su tenir jusque-là. Je ne sais pas si ce sera possible, mais en tout cas... De toute façon, c'est la population qui décide. Très bien. Alors, on voudrait tout simplement, donc, dans cette émission, lui rendre hommage à monsieur Alfred Montieu, qui était jusque-là donc, le
premier magistrat donc, de la ville du Robert, donc quelqu'un avec qui vous avez collaboré, travaillé ensemble, et le travail continue. Hein, donc, Oui, le travail. Il va rester maire honoraire ou... Le travail continue. Alors, pour être maire honoraire, il faut faire une demande au préfet. Ouais. La demande va être faite. Ça a été annoncé par le maire en place. Donc, à mon avis, ce sera fait. Et Alfred Montieu va continuer de nous aiguiller, va continuer de nous aider. Et je pense pendant de nombreuses années. Ouais. Oui. Alors, c'est courageux. Hein, généralement, on le voit très peu. Donc, en pleine mandature, donc à peine 2 ans, puisqu'on a dépassé donc la mi-mandat, dire bon voilà, j'arrête, je passe la main et puis. C'est courageux, encore une fois. Il pense à sa population, il ne pense pas à lui. Certains politiques n'arrivaient pas à lâcher parce qu'ils ne pensaient qu'à eux. Et cette volonté d'un pouvoir. Mais lui, il ne pensait pas au pouvoir, il pensait à la responsabilité et à servir sa population. Et c'est pour ça qu'il s'est arrêté, parce qu'il savait qu'il ne pouvait plus. Il ne pouvait plus, selon vous, il ne pouvait plus du tout aujourd'hui. C'était compliqué. C'était compliqué pour lui, mentalement, physiquement, de poursuivre cette mandature. Donc, il a fait confiance à son bureau municipal pour poursuivre bien le chemin qu'il a pu parcourir durant tant d'années. Très bien. Alors, voilà, écoutez... longue vie à Alfred Montieu, hein, donc dans sa nouvelle aventure donc sur le Robert, cette ville du centre de la Martinique. Donc, alors dans votre circonscription, donc on a le Robert, on l'a dit, le Lamentin, Trinité, le François, mais également le Gros-Monde. En tant que député, vous êtes aussi un peu à l'image d'Alfred Montieu. Vous allez sur le terrain, Giovanni William? On va sur le terrain. Il faut savoir qu'à l'issue d'un an de mandat, nous avons fait le bilan et nous sommes allés dans ces 5 communes pour présenter les 1 an de mandature. On est sur le terrain et on reçoit toute la population, mais qu'elle soit de la circonscription ou en dehors. Parce qu'on reçoit tout un chacun. On est député de la Martinique, on est député de la France entière également. Donc je reçois des entreprises, qu'elles soient de la circonscription ou pas. Je reçois des personnes, des associations. On a reçu des centaines de personnes en un peu plus d'1 an, des entreprises. On a reçu des jeunes, des moins jeunes. On répond aux mails. On a répondu à plus de 300 emails qui concernent, encore une fois, des problèmes qui ne concernent pas forcément le travail du député, mais on a pu aiguiller. Et quand je dis on, vous voyez bien, je ne dis pas moi, parce que j'ai une équipe avec moi. C'est important aujourd'hui donc quand il y a ces demandes, aujourd'hui donc de communiquer, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous êtes un jeune communicant, vous êtes un jeune député, donc vous êtes dans cette ère de la communication. C'est important donc de marquer de son empreinte cette sphère de la communication quand on est élu de la Martinique. Je suis d'accord avec vous, il le faut. C'est primordial parce que la population, a besoin de savoir ce qu'on fait et elle a besoin de comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe à l'Assemblée, ce qui se passe en dehors de l'Assemblée, connaître le travail d'un élu, savoir qui il est ou qui elle est, savoir comment il travaille, ce qu'il pense, ses idées. C'est important, la population a besoin de savoir tout ça. Parce que là où il y a un flou, il y a un loup. Et la meilleure des choses, c'est de communiquer. Très bien. On va rappeler donc à nos téléspectateurs de Télé Antilles qui nous regardent que vous siégez donc à l'Assemblée nationale, donc 577 députés. Vous êtes dans le groupe la gauche démocratique républicaine. Oui. Ouais. Oui, c'est bien ça. Voilà, un groupe de 22 députés, dont 10 ultramarins. C'est ça, c'est le groupe où il y a le plus d'ultramarins. Ouais. Voilà, nous sommes la première force ultramarine à l'Assemblée nationale. D'accord. Alors, tiens, puisqu'on parle de cette force, vous siégez également donc, aux côtés donc, de Frédéric Maillot, oui. élu donc, député de la Réunion. Tout à fait. Où j'ai vu, lors de ces questions donc, au gouvernement, il disait donc, tout ce qui est fait pour nous est fait contre nous, disait-il. Vous partagez ces propos? Il a dit aussi dans un contexte particulier, parce que c'était par rapport aux ordonnances qui vont à tout va par le gouvernement qui ne souhaite pas que les élus ultramarins puissent adapter ces lois-là, puissent éventuellement les amender. Et donc, ce qu'il a dit, je le partage. Et trop, c'est trop. Trop d'ordonnances, tue la loi. Et si ça tue la loi, ça ne répond pas à la volonté de la population. Donc, Frédéric Maillot, avec
son phrasé, hein, avec son style qu'on reconnaît, il a voulu frapper un grand coup et je le félicite pour ça. Voilà, donc aujourd'hui, donc, vous qui êtes des jeunes députés, il ne faut pas avoir peur quand on arrive. Vous n'avez pas peur, vous, quand vous arrivez dans cette assemblée avec les genoux. Alors, on rappelle hein, que depuis donc, quelques années, donc un peu moins de 10 ans, donc le nouveau visage donc, de l'Assemblée nationale a beaucoup changé. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, donc de jeunes députés. Il faut avoir aujourd'hui donc un autre style. Il faut marquer son style dans cette Assemblée nationale. C'est ce que vous êtes en train de faire. Bien sûr, il faut marquer son style. Il ne faut pas avoir peur des autres hein, et des anciens. Hein. Ouais. Tout le monde, c'est moun. Hein. Nous sommes des députés élus de la même manière. Nous représentons une population et nous n'avons pas à avoir peur de X ou de Y. Simplement, c'est travailler dans le respect de l'autre, mais il faut que l'autre nous respecte aussi. Donc, on doit marquer cette assemblée de notre empreinte, on doit se faire entendre et on doit être efficace. Et c'est ce que cette nouvelle génération est en train de faire. En même temps, Giovanni William, on parle de cette Assemblée nationale, on parle donc de ce pouvoir législatif, mais j'ai presque envie de dire que c'est un pouvoir législatif qui est en décadence. Aujourd'hui, donc, quand on prépare les lois, 49.3, elle est votée, donc on vous demande même plus la parole. Alors, c'est vrai que le 49.3, aujourd'hui, on est sur le 16e 49.3 hein, pour un texte budgétaire. Ça démontre aussi la difficulté du gouvernement à gouverner tout simplement. Moi, pour ma part, qui était rapporteur du budget Outre-mer, on a passé plus de 200 heures sur ce budget, à interroger des entreprises, à interroger des institutions, à faire des propositions. Et quand on voit, pas tout, la plupart de nos amendements sont balayés d'un revers de main à cause de ça en 49.3, c'est clair hein, qu'on ne peut pas être satisfait de cela. Maintenant, tout de même, il y a certains amendements qui ont été retenus par le gouvernement. Parmi lesquels ? Parmi lesquels, il y a des amendements concernant les sargasses, il y a les amendements, je ne parle pas de mes amendements pour le moment, j'en parlerai en dernier, je suis quelqu'un de poli. Il y a des amendements concernant les sargasses, il y a des amendements concernant la continuité territoriale qui ont été votés, il y a des amendements concernant la formation. Si je prends pour ma part, 2 de mes amendements ont été retenus, à savoir aider des structures comme les associations culturelles et sportives à partir pour pouvoir rayonner en France notamment, parce que c'est difficile pour une association d'avoir des fonds. De celles qui sont sous le territoire. Sous les territoires ultramarins, pour qu'elles puissent partir, pour qu'elles puissent rayonner sur la France par exemple. Un amendement qui concerne également la formation. Donc vous savez, on travaille, on parle du 49.3 parce que c'est ce qu'on retient, mais nous, députés ultramarins, nous avons quand même réussi à faire passer certaines choses. D'accord. On parle du 49.3 parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est un procédé qui a été beaucoup utilisé donc, par Elisabeth Borne, donc la Première ministre. Mais j'ai l'impression que quand on utilise le 49.3, c'est quelque part, voilà, on ne sollicite plus, on peut le dire, la voix républicaine, la voix de l'Assemblée nationale. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Maintenant, le 49.3 est utilisé à volo concernant les textes, les textes budgétaires, mais le gouvernement ne peut pas l'utiliser comme il le souhaite pour les autres textes. Donc nous avons la possibilité de créer de la loi. Donc il y a des propositions de loi qui vont être annoncées, qui vont être présentées dans les prochains mois concernant différentes mesures. Et puis, on travaille aussi en commission, et puis on va dans les ministères aussi pour réclamer un certain nombre de choses, et puis on fait entendre notre voix sur certains sujets. Il y a des députés qui ont pu faire entendre leur voix sur des sujets, notamment sur la chlordécone. Il y a une proposition de loi qui va être votée bientôt. Et il y a des propositions de résolution qui permettent de créer des commissions d'enquête aussi pour relever ou révéler aussi au grand public un certain nombre de choses. Donc, nous servons à quelque chose. Oui, mais quand on voit que, ne serait-ce que pour le vote du budget, on ne demande pas la voix donc, des députés, c'est du mépris. Oui, on peut le prendre pour du mépris. Il le disait d'ailleurs, Frédéric. Mais bien sûr, parce qu'ils savent. On le savait. En commission, on travaillait le texte en commission, on savait qu'il y aurait eu un 49.3. On ne savait pas à quel moment, mais on savait qu'il y aurait eu un 49.3 tôt ou tard. Donc ça, on a travaillé. Alors, vous laissez travailler, puisque vous êtes à la commission... des affaires économiques. Voilà, des affaires économiques pour l'outre-mer. Alors,
on vous laisse travailler sur un sujet, on vous laisse donc débattre en commission, dans ces différentes commissions, tout en sachant que la finalité, ça va déboucher sur un 49.3. C'est ce qui s'est passé. Ouais. C'est ce qui s'est passé. Et ça, on le prend pour du mépris, effectivement. Mais je vois aussi le verre à moitié vide et à moitié plein. Même pas à moitié plein, à un quart plein. Parce qu'il était plein à moitié. Par rapport aux amendements qui ont été retenus, écoutez, si on prend le dispositif cadre à venir, qui permet à des jeunes de se former, des cadres intermédiaires et supérieurs, de se former, de partir dans l'Hexagone ou ailleurs, mais surtout de revenir chez eux pour pouvoir travailler pour leur permis, pour leur pays, bien ça, l'un de mes amendements qui concernait ça a été passé. D'accord. Et donc, a retenu dans la loi de finances 2024. Dans la loi de finances 2024. D'accord. Et permettra à des jeunes de revenir dans leur pays pour pouvoir travailler. Très bien. Un budget de combien de millions pour ce... Pour le budget Outre-mer, totalement, en globalité, on est sur 2 milliards à peu près pour le budget Outre-mer. Mais pour votre dispositif... 2 millions sur 2 millions de plus sur le dispositif cadre à venir. Très bien. Donc 2 millions qui seront attribués... De plus. D'accord. Pour qu'il y ait des jeunes, pour qu'il y ait d'autres étudiants qui puissent intégrer ce dispositif et qui permettra bien de revenir dans leur pays pour pouvoir travailler. Par quel biais? Mais par ce dispositif. C'est un dispositif qui permet d'être formé, de se former. D'accord. Et surtout, qui les oblige à revenir dans leur pays. Et qui obligation, donc on vient se former. On se forme ailleurs, ailleurs. Et on revient. Pas forcément sous l'Hexagone, donc ça peut être au Canada, aux États-Unis. Entre cadre intermédiaire et cadre supérieur, et on revient dans son pays pour pouvoir travailler. D'accord, donc se former. Donc, dans ce dispositif, la formation est prise en compte, il y a un accompagnement. Il y a un accompagnement. Sur le logement, sur l'installation. Il y a un accompagnement global, et après, on revient dans son pays pour travailler. Très bien. Alors, comment sera mis en œuvre justement ce dispositif? Le dispositif n'est pas encore mis en place. Il faut attendre l'année prochaine pour qu'il soit mis en place. Mais vous préconisez pas, donc le jeune qui est sur la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, peu importe, donc peut, par ce dispositif, donc partir se former donc, ailleurs que... Oui, le dispositif, de toute façon, en Martinique, parce que le dispositif existe déjà, en fait, sur d'autres territoires, mais en Martinique, il va être mis en place en 2024. Donc, il faut tout simplement se rapprocher des organismes tels que la CTM, notamment en Martinique, pour pouvoir être concerné par ce dispositif et avoir ces résultats. Quand vous dites qu'il existe déjà ailleurs, ça veut dire à Mayotte, il y a une disparité, par exemple. Il y a une disparité entre les autres départements et les départements ultramarins? Il y a eu cette disparité, mais maintenant, il n'y en a plus. Grâce aux députés qui travaillent. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Très bien. Alors, d'autres dispositifs parmi ceux qui ont été retenus et qui concernent les Outre-mer, qu'est-ce qu'on retient? Ce qu'on retient surtout, c'est sur l'augmentation des crédits. L'augmentation des crédits, notamment qui permet à des parents d'accompagner leurs enfants malades. Donc, une prise en charge de leur billet d'avion pour qu'ils puissent accompagner leurs enfants malades. Sur l'eau, notamment. Quand on voit les difficultés qu'il y a à Mayotte concernant la problématique de l'eau, donc il y a des crédits supplémentaires qui ont été votés. Et pas qu'à Mayotte, il y a la Guadeloupe aussi. Donc, c'est l'augmentation de crédits, ça a été débattu par les députés ultramarins et ça a été accepté en partie par le gouvernement malgré le 49.3. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ce 49.3, c'est un mépris total, mais il ne faut pas jeter tout et considérer que les députés ultramarins, dans leur globalité, ont su travailler pour leur territoire. Très bien. Alors, question que j'ai posée également donc, au député M. Ajar, Johnny Ajar, qui était à votre place il y a quelques temps. Est-ce qu'on trouve normal à l'Assemblée nationale que ce soit Marine Le Pen qui vienne parler des problèmes d'eau de la Guadeloupe dans cette Assemblée? Elle peut parler de ce qu'elle veut, Madame Le Pen, elle est députée en fait. Moi, je considère qu'elle est députée comme moi-même. Elle a le droit de parler de la Guadeloupe comme moi. J'ai le droit de parler du Nord-Pas-de-Calais, par exemple. Ça, elle a le droit de le faire. Maintenant, dans quel esprit elle le fait? Pourquoi elle le fait? Connaît-elle aussi bien les territoires, nos territoires que nous-mêmes? Et pourquoi elle le fait aujourd'hui? Parce qu'elle n'est pas forcément présente dans l'Assemblée nationale pour parler de tous les sujets qui concernent les Outre-mer. Elle sait à quel moment elle vient, à quel moment elle intervient et pourquoi elle intervient. Et à chaque fois quand elle intervient... Parce que c'est une intervention électoraliste, selon vous? Bien sûr, on ne va pas se cacher. C'est électoraliste, point barre. Mais il n'y a pas des élections dans... Il y a des élections européennes bientôt.
et qui concerne au plus haut point les formations politiques. Et puis, elle prépare déjà les prochaines échéances. Quand on voit ce qui s'est passé lors des dernières présidentielles, il n'est pas étonnant qu'elle prépare déjà le terrain. Très bien. Alors, Giovanni William, mesdames, messieurs, qui est notre invité aujourd'hui dans cette émission, les invités de Mike, on profite pour saluer et remercier Peggy Ladéon qui nous réalise cette émission, que vous soyez sur Free 932 sur Orange, le canal 398, ou encore sur Bouygues, le canal 407. Je vous rappelle que cette émission, vous pouvez la retrouver également sur les différents réseaux sociaux, sur Dailymotion, sur YouTube, mais également sur le Facebook de Télé-Antilles. Nous sommes avec le député donc, de la première circonscription de la Martinique, Giovanni William, qui siège donc, au Palais Bourbon. Alors aujourd'hui, donc, allez, ça fait combien de temps? 2 ans maintenant que vous êtes... Pas encore. Ouais. Pas encore. Bientôt 2 ans. Ouais, 1 an et demi, bien pesé. Enfin, oui, un an et 5 mois. Ouais. Voilà. Donc là, vous êtes complètement installé. Oui. On vit bien. Parlez-nous un petit peu donc, de cette vie de député que vous avez découvert justement il y a 1 an et 5 mois. Écoutez, c'est beaucoup de voyages. Ouais. On vient ici souvent. Il y a beaucoup de travail, que ce soit en circonscription ou ici. Le travail se fait de manière individuelle. Donc avec, quand je dis individuel, c'est le député et son équipe, ou alors en groupe, un groupe élargi, groupe parlementaire ou groupe élargi. C'est un travail qui est passionnant, qui est passionnant, mais qui est difficile, parce qu'on ne peut pas gagner tout le temps. Et quand on est dans la position dans laquelle nous sommes, avec le gouvernement que nous avons, les choses sont compliquées, mais on se bat et on continue de se battre. Très bien, puisqu'on parle de voyage, puisque vous voyagez beaucoup, oui. On en parle maintenant depuis peut-être un peu plus de 2 ans, les prix donc exorbitants de ces billets d'avion pour nous, ultramarins, donc de retourner donc, sur nos territoires, encore ceux qui sont de l'autre côté donc, de l'Atlantique pour venir ici, voire même du côté de l'océan Indien. Pourquoi les prix sont aussi chers et 2 ans après, rien n'a évolué? Je suis d'accord avec vous, les prix sont exorbitants et ils ne vont pas baisser. Et qu'on passe, par exemple, de Fort-de-France à Paris, ou qu'on fasse Fort-de-France Pointe-à-Pitre, ou Fort-de-France Cayenne, les prix sont exorbitants et on ne peut pas en rester là. Il y a une commission d'enquête qui a été menée notamment par celui qui était là à ma place, Johnny Ajar, avec des chiffres, avec une enquête normalement approfondie qui démontre que les compagnies aériennes ne peuvent pas mettre ces prix-là. Et je ne parle pas seulement des compagnies aériennes, mais aussi des aéroports, parce qu'il y a des taxes aéroportuaires aussi qui concernent le prix des billets d'avion. Donc aujourd'hui, on en est là. On nous parle d'inflation, on nous parle de crise, on nous parle de tout ça pour nous expliquer le montant de ces prix-là. Mais ça ne peut pas durer tout cela. Mais il y a des collègues, donc j'ai co-signé notamment des propositions de loi sur la continuité territoriale qui permettraient justement d'alléger le coût, le montant de ces billets-là. D'accord. Balayé par le 49.3, on le rappelle. L'amendement du député, du collègue Johnny Ajar, effectivement, n'a pas passé le 49.3, mais on n'est pas obligé on ne va pas s'arrêter là, en fait. Il y a des propositions de loi, 3 propositions de loi sur la continuité territoriale qui permettraient de réduire le coût du billet. Donc là, les choses ne sont pas terminées. D'accord, donc il faudrait une loi supplémentaire pour que... On peut faire la loi, mais en faisant la loi, on peut faire en sorte que les prix puissent baisser. Il faut effectivement une participation de l'État. Si on prend un modèle corse aujourd'hui, clairement... Il revient souvent. Il revient souvent, mais on ne s'aligne pas. On ne s'aligne pas, mais il y a un moment, il faudra. Mais il faut se battre. Est-ce qu'il faut passer par une loi ou alors il faut taper du poing sur la table, ou alors, je le dis très simplement, est-ce qu'il ne suffit pas tout simplement donc de prendre un décret ou peut-être passer par ordonnance pour réguler les choses? Enfin, moi, je vous donne juste un chiffre. Aujourd'hui, pour aller à New York, donc sur la période donc, des vacances, un Paris-New York coûte 552 €. Pour aller donc en Martinique ou en Guadeloupe, c'est 1 700 €. Comment vous estimez que, alors que Paris-New York ou Paris... Guadeloupe ou Martinique, c'est la même distance. Mais ce que vous avez dit, si nos téléspectateurs fouillent un peu, c'est une question que j'ai posée moi-même aux compagnies aériennes lors d'une audition de ces compagnies en délégation des Outre-mer.
Et j'ai eu des réponses assez alambiquées sur le fait que la distance n'est pas la seule donnée qu'il faut prendre en compte, qu'il faut prendre des frais concernant les aéroports, qu'il faut prendre d'autres frais. Bref, on a essayé de noyer tout ça dans le poisson. Mais vous parlez d'ordonnance ou de décret. Nous sommes des députés et nous faisons des lois. Ouais. Le gouvernement, s'il le souhaitait, s'il le voulait, il aurait agi directement sur le coût du billet. Après, ça pèse ou pas sur le budget de l'État, mais à charge pour la France de se dire qu'il y a une rupture d'égalité entre ses citoyens ultramarins et les autres. Et il doit faire des choses en conséquence. Monsieur le député, c'est pas un constat. Il y a longtemps qu'on a... Oui, je suis d'accord. Aujourd'hui, c'est pas récent. Ce n'est pas récent, mais si on arrête de se battre en se disant que ça fait 20 ans et que ça ne bouge pas, on va laisser le gouvernement travailler et faire ce qu'il souhaite. Non, nous, députés, nous avons la possibilité de faire des lois. Encore une fois, il y a 3 propositions de loi qui sont sur la table là et qui vont arriver pour réduire le coût des billets et faire en sorte qu'il y ait une véritable continuité territoriale. Il y a même une sénatrice martiniquaise, qui a fait une mission sur la continuité territoriale, où il faudrait reprendre aussi certaines de ces préconisations. Donc, les parlementaires travaillent, il y a des préconisations, il y a des propositions, il faut que le gouvernement puisse les appliquer. Ouais. Et là, on va se battre pour ça. D'accord. Et on ne va pas s'arrêter. Voilà, les propositions, alors c'est bien les faire, mais il faut qu'elles soient retenues, comme vous le dites. Il faut qu'elles soient retenues. Appliquées. Donc, alors, aujourd'hui, donc, on peut vous donner une enveloppe, mais si l'enveloppe aussi n'est pas déployée pour que ceux qui souffrent justement de ces augmentations exorbitantes donc, des prix des billets d'avion donc, puissent en bénéficier, ça n'ira nulle part. Non, je suis d'accord avec vous. Hein. Ouais. Ça n'ira nulle part. C'est pour ça que les propositions sont là, c'est pour ça que des préconisations sont là. Et il faut que l'État les applique. Hein. Il est inadmissible de se dire, vous, ultramarins, on va faire comme nous, on souhaite. Je reprends l'expression de Frédéric Maillot, d'ailleurs. Ils font contre nous. Mais ça, justement, il le faut contre nous. Il faut qu'ils fassent les choses avec nous. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Et tôt ou tard, ça va péter. Donc, moi, je suis pour qu'on puisse appliquer à la fois les préconisations qui sont dans l'ensemble des missions qui ont été faites et des commissions, et puis qu'on vote concrètement les propositions de loi qui sont sur la table, qui sont sur la table. On va les voter et moi, je vais les voter. Ouais. Alors, justement, parce qu'on parle de loi et de gouvernement, on a donc un représentant dans ce gouvernement qui est donc le ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer, M. Darmanin. Oui. L'impression qu'on est un petit peu les oubliés donc, de ce gouvernement. On a un représentant, on a un ministre qui est là, mais il y a très peu d'action envers les Outre-mer. Pourquoi, selon vous? Alors, il y a un ministre délégué, un nouveau ministre délégué, qui est M. Viguier, qui vient d'arriver, que j'ai vu hier, notamment. On a eu un entretien hier sur un certain nombre de sujets. Ouais. Première fois que je le vois à titre individuel, oui, c'est la première fois que je le vois. Ouais. On a parlé des déchets, on a parlé des sargasses, on a parlé de l'indivision, on a parlé de la continuité territoriale. Et il s'est fâché avec les Antilles, notamment la Guadeloupe. Oui, mais parce que quand il préconise de réchauffer de l'eau alors que... Oui, bien sûr, mais ça, c'est très maladroit de sa part. C'est très maladroit, il aurait dû le reconnaître, il ne l'a pas reconnu, et c'est un reproche qu'on peut lui faire. Ça, c'est clair. C'est clair. Et en plus, vous êtes revenu sur le sujet avec lui? Pardon? Vous êtes revenu sur le sujet avec lui? Non, je ne suis pas revenu sur le sujet. On a écrit au ministre là-dessus, on le lui a dit très clairement, maintenant il le sait. Voilà. Moi, je suis un pragmatique. Il le sait, il connaît notre position. Maintenant, on avance. On avance. On le respectera quand même, mais on va avancer et on va parler des sujets importants pour nous. Il est là, mais moi, en tout cas, je vais le prendre au mot sur un certain nombre de sujets et on verra si c'est un homme de parole. Oui. Puis dans un an, ça va changer, ce sera un autre. Donc, mais j'ai plus la connaissance des dossiers. Alors là, si ça change... C'est souvent le cas. Malheureusement, en tout cas, nous, comme vous dites, ça change souvent. Ça change souvent. On a une certaine variable d'ajustement pour certains députés qui voudraient un gouvernement, qui voudraient entrer dans le gouvernement. Ça, c'est vrai. Hein. On est sur le 3e ministre des Outre-mer en moins de 2 ans. Donc, ça, c'est clair que ce n'est pas acceptable.
Ce n'est pas acceptable. Mais moi, je ne considère pas les hommes, ou les femmes, je considère leurs actions, avant tout. On peut en avoir 6 ou 7, mais c'est les actions qui comptent. En 6 mois, on peut avoir fait des actions concrètes pour nos territoires qui en ont besoin en réalité. Ça fait plus de 6 mois qu'il est là. Quelles sont les actions concrètes qui sont sur la table ou qui sont... On est sur le SIOM en ce moment, donc le comité interministériel pour les Outre-mer. Ouais. On a une réunion la semaine prochaine concernant les applications pratiques, enfin le pratique, pratico-pratique. C'est là qu'on verra si on verra le maçon devant le mur. Ouais. La Guadeloupe n'a toujours pas d'eau. Les problèmes de sargasme sont toujours là. Le chlordécone, alors vaste sujet, mais on ne va pas le débattre aujourd'hui, mais on voit pas le bout du tunnel et je ne sais pas si vous, moi ou même nos enfants verront le bout du tunnel. Il y a quand même beaucoup de mépris. Hein, Oui, il y a du mépris, il y a de la méconnaissance. Et j'ai malheureusement l'impression qu'il y a aussi du désespoir. Et c'est aussi à nous-mêmes, nous ultramarins, de faire pour nous-mêmes aussi, de prendre les choses en main, de faire les choses par nous-mêmes aussi, d'arrêter d'attendre de la France et de faire aussi par nous-mêmes. Mais en même temps, vous êtes l'un de nos représentants, vous êtes dans ce palais qui produit les lois, voilà, vous écrivez les lois, mais en même temps, les lois, il faut les produire sur ces différents sujets, et non pas les produire, mais qu'ils soient rapidement... qu'elle soit rapidement mise en application sur le territoire. Ah oui, mais c'est le travail. Hein. Le travail d'un député, c'est pas seulement de produire la loi, mais de contrôler l'action du gouvernement. Et contrôler son action, c'est voir si oui ou non il bosse, ce gouvernement, et s'il bosse bien pour nous. Nous sommes des contrôleurs aussi. Donc c'est à charge pour nous aussi, nous 27 députés ultramarins, de contrôler cette action gouvernementale, de contrôler leurs établissements, de contrôler leur action aussi. Et à chaque fois que ça ne va pas, on va leur dire que ça ne va pas. Et après, on va vérifier que les choses ont été faites. C'est le député Nilon qui disait nous chassons en meute. Et oui, nous chassons en meute. Donc ça veut dire que nous avons la même ligne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré ce mépris, malgré tout ce que le gouvernement souhaite faire, nous sommes ensemble et nous allons y arriver. Vous dites en meute, 27 sur 577, ça fait peu. Ça fait un groupe. ça fait un groupe et ça fait beaucoup de bruit. Hein, ça fait beaucoup de bruit. Hein. Ça fait beaucoup de bruit. Hein. Nous avons cette force de caractère. Moi, je suis issu d'une terre volcanique, la Martinique, comme dit Aimé Césaire, et on sait être volcanique quand il le faut. Tiens, puisqu'on parle de volcans, on a vu que le territoire martiniquais, donc les volcans du nord, les pitons du nord de la Martinique, la montagne Pelée, via donc le parc naturel, est rentré donc au patrimoine matériel, donc de l'UNESCO. Oui. C'est une aubaine, c'est quelque chose qui peut servir pleinement la Martinique. C'est quelque chose qui servira la Martinique, c'est quelque chose qui servira le monde entier. Et il faut qu'on puisse se saisir de ça, il faut qu'on puisse mettre en place des infrastructures, il faut qu'on puisse former, formons des jeunes pour qu'ils puissent accueillir des touristes, mais pas que, des scientifiques, pour qu'on ait tout cet émerveillement autour de nos pitons, autour de la montagne Pelée, pour qu'il y ait un développement économique et qu'il y ait un respect environnemental de cette montagne, de ces montagnes. Ça sera une nouvelle bataille, justement, ce label. Alors, si je peux appeler label, c'est cette certification donc, de l'UNESCO. Ça sera donc la nouvelle mandature. Enfin, c'est dans ce sens qu'il va falloir développer la Martinique. Alors, on l'a développé sur ses plages, son sable chaud, mais il faut aujourd'hui, dans cette nouvelle ère, il faut la développer autrement. Il faut la développer, il faut prendre tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre le développement par un seul bout. Oui, il faut continuer sur les plages, les belles plages, oui. Il faut continuer aussi sur la gastronomie, il faut aller sur cette reconnaissance au patrimoine de l'UNESCO. Je rappelle que nous avons aussi la Yole, qui est au patrimoine également. Donc, il faut utiliser aussi ça pour développer notre territoire. Nos industries existent avec des produits extraordinaires. J'ai sollicité ma délégation pour partir sur une mission sur les essences exceptionnelles que nous avons. La vanille, c'est quelque chose de merveilleux. Le cacao,
C'est quelque chose d'extraordinaire qu'on peut développer à l'international. Donc, il faut participer à tout ça. Alors, je l'ai vu notamment avec le comité martiniquais du tourisme sur le Havre pour la Transat Jacques Vabre. Donc, le café, aujourd'hui, qui se réimplante en Martinique. Oui, il faut. Voilà, il faut aller vers ces cultures. Il faut aller sur tout ce qui valorise un territoire. Tout ce qui valorise un territoire. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur de développer. Et vous êtes là pour ça, pour accompagner, pour... Je suis là pour ça. Ouais. Je suis là pour ça. Moi et l'ensemble des élus. Tous les élus sont là pour leur territoire. Il y en a qui réussissent mieux que d'autres. Mais en tout cas, nous sommes tous là dans un objectif qui est bien l'intérêt général, l'intérêt de nos populations. Giovanni William, député de la première circonscription de la Martinique, avec nous aujourd'hui dans cette émission. Les invités de Mike, donc jeune député, je peux donner votre âge, vous avez 38 ans. Oui, vous pouvez donner mon âge. Quand vous rencontrez les jeunes martiniquais, quand vous êtes sur le territoire, qu'est-ce qu'ils vous disent de quoi rêve aujourd'hui donc la jeunesse martiniquaise? Vous savez, Mike, vous parlez de la jeunesse, moi je dirais les jeunesses, parce qu'il y a des jeunes qui viennent me voir qui sont porteurs de projets. Ouais. Voilà. Dans les hautes technologies ou alors dans l'agriculture. Ce qu'ils veulent, c'est parfois comment monter un dossier. C'est tout simple, savoir comment monter un dossier, être accompagné. Ils ont des problèmes de financement. Très souvent, il y a des banques qui n'accompagnent pas. Ouais. Donc, ils veulent savoir comment faire. Et puis, il y a des jeunes qui ne travaillent pas. Voilà. Il y a un jeune, il vient me voir, il me dit « Moi, je ne travaille pas, je veux travailler. Comment je fais ?» Je lui pose la question « Mais est-ce que tu es formé ?» Oui, non. S'il n'est pas formé, que veux-tu faire? Donc, c'est un cheminement. Ce sont des discussions comme ça, comme moi j'ai en tout cas avec les jeunes. Ouais. Et derrière, j'essaye de les accompagner pour faire en sorte qu'ils y arrivent au fur et à mesure. Je ne suis pas là pour leur donner le poisson dans la bouche. Je suis là pour construire avec eux la canne à pêche. Et en même temps, alors, Giovanni William, donc en même temps, cette jeunesse martiniquaise, ces jeunes, ces jeunesses, comme vous dites, et puis peut-être même les moins jeunes, j'ai l'impression que la politique, ils n'y croient plus tellement. Mais ça, ils n'y croient plus parce que malheureusement, il y a une mauvaise image qui a été distillée de la politique. Et nous, justement, nouveaux en politique, je dis nouveaux, pas jeunes en politique, nous, jeunes en politique, nous avons le devoir de leur montrer un autre visage. Quelles actions, justement, vous comptez mettre en place ces jeunes politiciens pour réconcilier la Martinique avec la politique, parce qu'on a besoin de la politique aussi. Bien sûr. Et justement, quand on voit une élection et que alors on peut être maire avec maintenant 30% d'inscrits de sa ville. C'est vrai. C'est désœuvrant quand même. C'est triste. C'est triste. On n'y croit plus du tout. Donc on voit ceux qui sont en place. Alors il y en a... Voilà, il y a ceux qui peuvent, on en parlait tout à l'heure, et en rendant hommage avec Alfred Montieu, 4 mandats, donc, et puis on a ceux qui arrivent et qui tiennent pas. La Martinique, en général, n'y croit plus du tout. Alors, je parle de la Martinique, mais je pense que c'est la population en elle-même, parce qu'en France hexagonale, 50% de votants sur le nombre total d'inscrits, c'est... Voilà, c'est global. C'est global. Il y a une défiance vis-à-vis des politiques. Quand on voit ce qui se passe sur le terrain judiciaire et qui concerne des politiques, c'est vrai que ça ne donne pas lettre de noblesse aux hommes et aux femmes politiques. Donc, ce que nous devons faire, c'est travailler aussi par l'exemple. Par l'exemple, ce qu'on fait, et puis dire ce qu'on fait, expliquer ce qu'on fait, œuvrer de pédagogie aussi. Très souvent, moi, je fais des vidéos pour parler de l'action d'un député, ce qu'il fait. Qu'est-ce que c'est qu'un amendement? Qu'est-ce que c'est qu'une loi? Ce qu'on fait au quotidien. Ça, les gens ont besoin de savoir parce qu'ils ont l'impression que avant, on ne disait pas beaucoup de choses. C'était des belles paroles pendant les campagnes électorales et après, on ne voyait plus personne. Là, il faut être là tout le temps. Et tout le temps là, et pas seulement à 1 an des élections, mais il faut être là dès le départ. Dès le départ. Et ça, aujourd'hui, avec vous l'avez vécu, ça. Donc, ça, ces hommes politiques ou ces femmes politiques qu'on voyait au moment des votes, et puis après, plus personne. Mais ça, c'est clair. Ça, je l'ai vécu en tant que on la paye aujourd'hui dans cette politique actuelle. On la paye,
alors on va prendre un mot à la mode, ce mépris, Oui. cet abandon donc, du peuple. Mais malheureusement, les bons payent pour les mauvais. Ouais. C'est-à-dire que les politiques qui font du bon travail, qu'ils soient jeunes ou pas, mais qui font du bon travail au quotidien. Je vois des élus municipaux qui font un travail extraordinaire au quotidien, par exemple. Mais on ne les voit pas forcément. Ben, ils payent pour les mauvais, pour ceux qui ont tapé dans la caisse, malheureusement. Et ben, à charge pour nous, aujourd'hui, de montrer l'exemple et puis aussi d'être efficace, de démontrer qu'on peut y arriver et qu'on y arrive. Et ensemble aussi. Parce que là aussi, nous avons un problème, c'est que, ben, une fois élu, on dit qu'on va travailler ensemble, et puis finalement, on reste dans son coin, on est contre celui-là, on dit des bêtises sur l'autre. Bref, ça c'est le panier de crabes dans lequel on s'engouffre. Eh bien, il faut arrêter avec ça et être concret avec les gens et leur parler vrai. Puisqu'on parle de concret, monsieur le député Giovanni William, alors, le chlordécone, plusieurs propositions de loi sont déposées donc, par les députés ultramarins. Oui. C'est on peut le dire, c'est un problème qui touche plein de pays, mais surtout nos Antilles, nos plages, nos côtes. Vous pensez que c'est une méthode efficace? Ça aboutira à quelque chose un jour? Oui, ça aboutira à quelque chose. Ouais. Mais il y a plusieurs fers au feu. Il y a des propositions de loi. Moi, je suis co-signataire, en tout cas, des propositions de loi concernant la chlordécone. Ouais. Mais il faut mettre plusieurs fers au feu. Il y a l'aspect judiciaire, qui est toujours en cours, qu'il faut soutenir. Il y a les associations qu'il faut soutenir également. Et il y a les actions gouvernementales en cours qu'il faut contrôler. Hein. Nous aussi, on est là aussi pour contrôler ces actions gouvernementales-là, parce qu'il y a des crédits qui sont alloués. Il faut vérifier si le travail est fait avec ces crédits-là, notamment sur l'information, notamment sur les tests, notamment sur la recherche. Donc ça aussi, ça change pour nous de vérifier que ces choses-là sont faites. Ouais, d'accord. Et vous pensez qu'on ira vers une dépollution des terres on va y arriver aussi. Il faut y arriver. Hein. Quoi qu'il se passe, ce sera peut-être pas moi, ce sera peut-être un autre dans 2 ou 3 générations, que sais-je, mais il faut y arriver. D'accord. Oui. Alors, certains disent que si c'était dans d'autres départements, il y a longtemps que le problème serait réglé. Ça, je ne sais pas. Je peux pas affirmer ça. Je peux pas affirmer ça. Pour la chlordécone, je peux pas affirmer ça. Pour les sargasses, je vous aurais dit oui tout de suite. Ouais. Pour les sargasses, je vous aurais dit oui tout de suite. Ce serait sur les côtes de Méditerranée. Le problème serait déjà réglé, ça c'est une évidence. Justement, parlant de sargasses, il y a eu un groupement d'intérêt public. Oui. Est-ce que c'est un groupement efficace, opérationnel, donc pour traiter ce problème, ce sujet, et qu'en est-il aujourd'hui? Donc les sargasses, alors on n'en parle pas, mais pour autant nos plages sont toujours et encore polluées. Oui, je suis issu de la circonscription qui l'a plus touchée en Martinique par les sargasses, et les communes font un travail formidable pour pouvoir éviter que ces sargasses s'échouent sur les côtes. Ce qu'il en est de ce GIP, alors pour bien comprendre, il s'agit en fait d'un service public anti-sargasses. Il a été décidé que non pas une commune puisse travailler toute seule dans son coin pour pouvoir résorber le problème, mais que ce soit l'ensemble du département, de la collectivité, qui puisse créer ce service public pour pouvoir gérer la difficulté. Donc c'est un GIP sargasses sur la Martinique et sur la Guadeloupe. Maintenant, est-ce qu'il fonctionne? Mais pour le moment, non. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'il fallait signer, il fallait qu'un EPCI, enfin qu'une agglomération puisse signer convention, que les 3 signent, que l'État signe. En dehors des communautés d'agglomération, vous avez créé encore un autre groupement? Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce groupement-là, il n'est pas encore fonctionnel. Et il sera fonctionnel que pour le... Il sera fonctionnel, à mon avis, l'année prochaine. Que pour les sargasses. Mais il est fonctionnel que pour les sargasses, puisque c'est spécifiquement GIP sargasses. D'accord. Avec les moyens au bout? Avec les moyens au bout. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, dans la mesure où il n'est pas encore fonctionnel, l'État finance en grande partie les communes, pour qu'elles puissent avoir des filets de protection. Des barrages, des filets de protection. Est-ce que ça fonctionne réellement? Les barrages nouvelle génération fonctionnent. Mais il faut savoir qu'il y a de l'incivilité. Moi, je suis Robertin, je peux vous dire qu'il y a des barrages qui ont été sectionnés. Volontairement. D'accord. Volontairement. Ça aussi, il faut le dire. Il y a un travail. Pourquoi, selon vous? Les incivilités, je n'ai pas envie d'expliquer une incivilité. Je sais que c'est une incivilité. Je sais que c'est du sabotage. Enfin, c'est du sabotage. C'est du sabotage, c'est de l'incivilité. Ça veut dire que le sargasse doit rentrer sur la plage et ça doit venir polluer les plages. Moi, pas même ça. Je n'ai pas besoin d'expliquer ça. Ça ne doit pas se faire. Maintenant,
les communes font ce travail. Elles l'ont fait sans l'État en bout d'un moment. Ça, il faut le dire. Oui. Hein, Au début, ouais. avec les pauvres moyens que ces communes avaient. D'accord. Aujourd'hui, l'État met un peu la main à la poche. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, si c'était la Méditerranée, je pense que le problème serait déjà réglé. Un peu comme pour l'école des codes. Un peu comme le code des codes. Très bien. Alors, combien de millions sont déployés dans ce groupement, justement, pour nettoyer nos plages L'enveloppe n'est pas encore bien déterminée. Ouais. Il faut savoir, si je prends encore l'exemple du Robert, il y a eu 4 millions d'euros versés pour les barrages. D'accord. Uniquement pour le Robert? Uniquement pour le Robert. Le François, ça a été la même chose. Ouais. Mais ce GIP, en fait, l'argent qui va être abondé sera de l'État principalement, la CTM et des agglomérations aussi, des 3 agglos également. D'accord. En troisième. Des comités d'agglomération. Voilà. D'accord. Les villes ne vont pas mettre la main à la poche. Via les agglos, oui. D'accord. Via les agglos, oui, en fait. Ouais. Elles vont mettre la main à la poche, oui. Non, mais de leur propre budget, non. En principe, non. D'accord. Non, c'est bien de le dire. Dans le GIP, en principe, non. D'accord. Très bien. Un petit mot sur les déplacements. Alors, quand je vais à Martinique, notamment, et en Guadeloupe, c'est toujours difficile de se déplacer, on le voit. Hein. Donc, les routes sont arrivées à saturation, beaucoup de véhicules, beaucoup d'embouteillages. Oui. Voilà. Oui. Il y a un projet, donc, je l'ai vu aussi à La Réunion, il y a un projet qui est viable, c'est de faire donc, une route autour de l'île. Est-ce que... Et ça coûte très cher. Ça coûte très cher, mais les Réunionnais l'ont fait. Les Réunionnais le font en ce moment. Avec des fonds européens. Avec des fonds européens. Ils sont à plus d'1 milliard d'euros sur un projet qui n'est toujours pas terminé. Oui. Mais qui est viable. Mais à mon avis. Oui. Maintenant, il faut le voir. Faut le voir. Hein. Bon, je ne connais pas trop ce qui se passe sur ce sujet-là à La Réunion. Mais nous, oui, nous avons un problème. Il y a des structures en place. Sur la Martinique, il y a Martinique Transport qui se charge de travailler sur la question du transport, de la mobilité. De la mobilité. Mais c'est vrai que c'est un gros problème chez nous. Alors, j'en ai parlé avec le président Letchimi. Effectivement, c'est en place, ça fonctionne. Mais il faut encore, plus de moyens. Il faut des moyens, mais on a une difficulté, c'est la topographie aussi. Hein, on ne peut pas mettre du rail chez nous forcément. Oui, donc il faut pouvoir utiliser des moyens innovants, utiliser les bateaux. Alors, on disait utiliser les voies par la mer, par exemple, desservir les villes du Nord Caraïbe. Faire un tronçon donc par la mer, enfin un tronçon. Donc il faut développer tout ça. Et puis, en même temps, il faut aussi que nous ayons une éducation à la mobilité. D'accord. En même temps, le Martiniquais ou la Martiniquaise aime sa voiture. Oui. Oui. Donc, il faut faire tout ça. L'utilisation du vélo, peut-être vélo électrique en milieu urbain. Il y a tout ça à faire. Hein. Il y a tout ça à faire. Et en même temps. Il ne faut pas faire les uns après les autres. Il faut tout faire en même temps, c'est important. Très bien. Giovanni William, notre invité aujourd'hui dans cette émission, les invités de Mike. Donc, en tout cas, monsieur le député, merci. Merci. Donc, vous avez tenu parole. Hein, donc, je tenais à vous remercier. On avait pris rendez-vous. On devait se revoir. Vous êtes revenu. Donc, et puis, vous qui êtes également donc, élu des départements outre-mer, n'hésitez pas. Hein, vous souhaitez venir dans cette émission. Vous m'envoyez un petit mail, tout simplement, les invités de Mike @gmail.com et on vous répondra. Donc, les invités de Mike @gmail.com et vous serez donc à la place de notre député pour venir échanger avec nous. On a reçu bon nombre de députés. On n'a pas encore reçu de sénateurs ni de sénatrices, mais ça viendra. Ça viendra. Très bien. Je voulais encore vous poser 2-3 petites questions. Donc, alors, pareil sur la Martinique en développement. Donc, qu'est-ce qui, aujourd'hui, est en gestation? Donc, demain, qu'est-ce qui pourra arriver, qui pourra émerveiller le Martiniquais? Ce qui va émerveiller le Martiniquais, à mon avis, c'est aussi qu'il se sentent en sécurité. Plus de 22 morts par arme à feu ou arme blanche. C'est une très grosse problématique. Le Martiniquais sera émerveillé lorsqu'il pourra voir son caddie plein, avec une centaine d'euros. Le Martiniquais sera émerveillé quand il verra d'autres Martiniquaises et Martiniquais rayonner aussi à l'international, parce qu'il ne faut pas être auto-centré
Je pense qu'il sera aussi émerveillé lorsqu'il pourra aller à Cuba, aller à Saint-Domingue ou aller à la Barbade pour faire ses études, revenir dans son pays et travailler. Voilà, le Martiniquais sera émerveillé quand il se sentira épanoui, émancipé, sans pour autant craindre le lendemain. Très bien. Un petit mot sur le sport. Alors, sur le sport en Martinique. Il faut, il y a des études qui ont montré que le sport français perd de sa valeur au niveau international. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Est-ce qu'aujourd'hui, l'État doit encore miser plus? On est à l'aube des JO. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État français, le sport doit devenir également une puissance régalienne? L'État doit encore miser beaucoup plus. L'État n'aide pas suffisamment ses sportifs. C'est une galère sans fin pour un sportif aujourd'hui de faire des compétitions nationales et internationales. Et les associations, dans nos territoires, les associations font un travail extraordinaire et produisent de très grands sportifs. À charge pour l'État de faire en sorte que nos sportifs puissent avoir des moyens, des infrastructures pour rayonner pour leur pays. Parce que, une petite boutade, quand un Martiniquais ou un Guadeloupéen, ou en tout cas un Ultramarin, gagne, on dit le Français a gagné. Mais quand il perd, on va dire le Martiniquais a perdu. Je pense qu'il faut reconsidérer la question et faire en sorte que nous, Ultramarins, par nos sportifs, nous puissions rayonner et faire rayonner aussi la France. Alors, tiens, parce qu'on parle de sport, on a un jeune franco-martiniquais, en la personne de Warren Zahir Emery. Vous suivez un petit peu le sport? Vous êtes fan du Paris Saint-Germain ou... Oui. Vous suivez une équipe? Je suis le PSG, oui. Le PSG, ouais. Et je suis l'US Robert aussi, chez moi, et la CV au prix. Oui. Bravo à lui. 17 ans, en équipe A. C'est un jeune. Et on voit aussi le mental, en plus. On voit qu'il est sérieux, qu'il est posé. Et sur le terrain, il fait des choses extraordinaires. Je lui souhaite vraiment une longue carrière en A. Et il ne faut pas qu'il oublie aussi son club, le PSG, et notamment la Ligue des Champions. D'accord. Et donc, c'est justement à travers ces petites pépites qu'on continue également à parler de la Martinique, parce qu'on dit que c'est un franco-martiniquais. Oui, on le dit. Il faut continuer de le dire. Ouais. Il faut en faire un exemple. Il faut l'utiliser comme étant un exemple pour nos jeunes qui sont sur les terrains le dimanche matin, tôt, ou alors le samedi après-midi sous le soleil, avec des éducateurs qui sont là pour eux. Il faut montrer ces exemples-là et leur dire que c'est pas facile. Arriver là, on n'est même pas, on est quoi, à 10% de jeunes qui arrivent là. Et je peux même dire une bêtise, c'est peut-être moins. Donc, il faut faire comprendre aux jeunes que pour en arriver là, il y a eu du sacrifice, il y a eu du talent, certes, il y a eu du travail, mais il y a eu du sacrifice de la part du jeune concerné et des parents aussi. Et des parents aussi, il faut le dire. Souvent, les parents aussi, ils sont là avec ces jeunes-là. Ils doivent partir en France, laisser leur famille et pouvoir travailler, être dans des centres de formation et réussir. Donc, il faut dire tout ça aux jeunes aussi. Il ne faut pas dire que c'est bravo, vous avez remis là, mais il y a eu du travail derrière. Oui, et puis il n'a pas fini son parcours scolaire et il y a des sacrifices, il faut le dire. Il faut le dire, il faut le dire, c'est important. Parce que voilà, quand on est sportif de haut niveau, mais forcément, on ne va pas au cinéma quand on veut, on ne va pas au resto quand on veut, on ne mange pas n'importe quoi, on n'est pas en boîte de nuit le week-end ni en semaine. Enfin voilà, il y a des sacrifices. C'est ça, c'est la valeur travail. Ça, il faut sans cesse répéter ça aux jeunes. C'est la valeur travail. Quoi qu'on fasse, il y a du travail. Il n'y a pas que du talent, il y a aussi du travail. Un petit mot sur la Martinique, les dépôts sauvages. Quand on va en Martinique, on voit que des fois, la Martinique n'est pas aussi belle qu'on le voudrait la voir. Oui. Ouais. Ça, actuellement, je suis en train de travailler sur une proposition de loi déchets. Sur les déchets, la gestion des déchets. Ouais. Alors, sur les dépôts sauvages, il y a 2 volumes. Il y a le volume incivilité, tout un chacun qui vient déposer son vieux frigo. Et puis, il y a le deuxième volume ou deuxième volet, bien, ce sont les infrastructures. Où dois-je déposer mon frigo? Est-ce que les horaires concernés sont valables? Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de la part d'autres organismes, notamment les éco-organismes, qui sont responsables aussi de la gestion des déchets dans nos territoires? Donc, c'est un sujet, mais qui ne concerne pas seulement la nature, mais qui concerne le développement économique et qui concerne l'environnement, mais qui concerne d'autres volets, comme le volet sanitaire aussi. Parce que qui dit dépôt sauvage, bien dit rats,
dites bêtes nuisibles de toutes sortes. D'accord. Mais donc là, il y a un projet, vous me dites que... Oui, une proposition de loi que je suis actuellement en train de travailler, que j'espère pouvoir proposer l'année prochaine, sur une responsabilité élargie de ces éco-organismes. Un éco-organisme, c'est quoi? Vous connaissez l'éco-participation? Je vous rappelle ce que c'est. Oui. L'éco-participation, vous achetez un frigo, voilà, vous payez une petite taxe. 0,99 centimes. Ouais. Cette petite taxe que vous payez, elle sert à ces éco-organismes pour qu'ils puissent gérer ce frigo, qu'ils puissent gérer cette machine à laver. Et aujourd'hui, eh bien, cette participation, cet argent repart. Parce qu'il n'y a pas forcément le travail qui a été fait. Il faut que ça reste. Il faut que ces éco-organismes puissent pleinement travailler dans nos territoires pour gérer aussi les déchets, mais il faut aussi aider les institutions qui travaillent là-dessus à gérer au mieux ces déchets, à participer à la transformation et à la valorisation aussi de ces déchets. Puisque nous sommes dans le volet environnemental, une distribution de biocarburants, c'est une bonne idée pour oui. la Martinique et également les autres Tout à fait, je l'ai proposé. Le gouvernement actuellement fait l'étude et doit déposer son rapport pour vérifier la faisabilité de cela, mais c'est faisable et ça permettrait aussi de réduire la note. Donc il faut le faire. Nous attendons les résultats sous peu. Quand pourra-t-on acheter son carburant, le faire traiter? Donc on a la raffinerie en Martinique, mais on peut aller l'acheter au Venezuela. Ça coûte pas cher, ça coûte moins cher que l'eau en plus. Ça coûte moins cher, mais il faut prendre en considération certains éléments. C'est vrai que c'est l'argument qu'on dit, qu'on donne au Suriname, au Venezuela, mais il faut raffiner ce carburant-là. Mais le raffiner, c'est un coût. Et ça aussi, il faut pouvoir étudier cette question. Est-ce qu'on peut aller au Venezuela, prendre du carburant et l'emmener chez nous? Ça, c'est complexe, mais en tout cas, une chose est sûre, on ne peut pas continuer à payer le carburant au prix qu'on paye aujourd'hui. Alors, certains spécialistes disent que le pétrole du Venezuela n'a pas la même qualité que le pétrole de la mer du Nord. Pétrole, c'est pétrole. Non, eh bien non. Pétrole, c'est pas la question que je pose. Pétrole, c'est pas pétrole. Il y a des pétroles beaucoup plus chargés que d'autres. C'est assez technique, beaucoup plus chargés que d'autres. Et il faut effectivement raffiner, et ça travaille. On peut l'acheter moins cher au Venezuela et puis harmoniser notre raffinerie pour qu'il puisse être transformé en Martinique. Vous avez raison. On peut. On met le coût. Par contre, est-ce qu'il serait le même ou pas? Mais là, on gagnera à la longue, on peut gagner très rapidement. En tout cas, c'est un travail qu'il faut mener, qui est en train d'être mené aussi. Faut appeler un chat un chat. Ça aussi, c'est un travail qui est en train d'être mené. Mais pour ma part, c'est vrai que les biocarburants, il faut continuer là-dessus, sur ce terrain-là. Et l'hydrogène aussi. Il y a les biocarburants, mais il y a de nouvelles technologies. Il y a l'hydrogène qu'il faut développer. Il y a l'électricité qu'il faudra aussi développer. Il y a la géothermie qu'il faudra développer. Parce que si on veut des véhicules électriques, il faudra qu'on puisse avoir de la puissance en termes énergétiques. Et il faut développer le photovoltaïque. Il faut développer tout ça. Très bien. Un petit mot sur, justement, on parle de... Parce qu'au moment où aujourd'hui, donc, sur toutes les lèvres, donc, dans tous les médias, on parle de vie chère, puisque les prix flambent dans les supermarchés. Ils ont toujours flambé chez nous. Voilà, c'est passé sous silence donc depuis des décennies. On vit, voilà, on peut le dire, on vit sous perfusion. On est, voilà, donc le caddie. Je parle de la Martinique parce que vous êtes député de la Martinique, mais que ce soit en Martinique, en Guyane, en Guadeloupe, le caddie, il est très très cher. Voilà, comment doit-on s'y prendre pour faire réduire les coûts, notamment donc, les coûts de distribution qui sont extrêmement élevés sur ces départements? Oui, ils sont extrêmement élevés. Il y a une commission d'enquête parlementaire justement sur la vie chère, je crois que c'est le titre exact, menée par le collègue Johnny Aja, qui a fait certaines propositions, je crois plus de 70 propositions pour baisser la note, baisser ce coût. Mais je pense aussi qu'il y a le volet salaire. On ne parle pas trop de ça. On parle du volet achat, mais il y a aussi les salaires qui sont trop bas. Il y a les retraites qui sont trop basses aussi. Ça, ce sont des volets qu'on doit prendre en compte aussi et qui comptent dans le cadre de la vie chère. Ça participe justement à cette vie chère-là parce que les gens n'ont pas de salaire suffisant, n'ont pas de retraite suffisante et notamment, je pense aux plus nécessiteux qui ont des retraites à 300 €. On ne peut pas vivre avec ça. Donc, sur ce volet-là aussi,
il y a des propositions sur la table, il y a des discussions avec la Première ministre qui sont en cours actuellement pour que quelqu'un puisse vivre décemment aussi de sa retraite et de son travail. Alors, certains économistes disent très clairement qu'on ne pourra pas faire baisser le coût de la vie. Par contre, on peut augmenter les salaires et les revenus pour que les choses puissent s'améliorer. Vous y croyez-vous? Oui, j'y crois, mais ce sont les deux. Hein. Par contre, il faut faire... Johnny Ajar, il n'avait pas l'air d'être... Voilà, il dit pas non, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça, effectivement. Je suis d'accord sur le fait que la question des marges est une question fondamentale. C'est un collège d'économistes français qui ont étudié le sujet. Tout à fait, c'est pour ça que j'en parle, je parle des salaires, effectivement, qu'il faut travailler sur la question des salaires et des retraites, des traitements, mais il faut aussi parler sur la question justement de la consommation et donc des marges. Et là aussi, nous avons des observatoires des prix qui existent et qui ont trop peu de moyens pour pouvoir faire en sorte que ces prix-là soient ajustés au mieux. Nous avons un observatoire en Martinique, mais qui n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir travailler et faire des propositions concrètes. D'ailleurs, il y a des amendements. J'ai proposé un amendement pour augmenter les crédits qui sont alloués à cet observatoire. Le 49.3 est passé par là, malheureusement. Mais moi, je vais y retourner. Je retournerai à la charge. Mais quel est justement le véritable rôle de cet observatoire sur l'économie? Alors, cet observatoire, il est composé de quoi? Il est composé des représentants des distributeurs, il est composé des élus, et il fait des propositions au préfet qui, lui, a la charge également de négocier des plafonds également avec les distributeurs sur les prix. Ça fonctionne à La Réunion, moins 0,4% sur les prix en un an, et ça continue de baisser. Il faut que ces observatoires aient beaucoup plus de moyens pour pouvoir réellement travailler. Et puis, il y a les directions de la concurrence. Oui, mais en même temps, c'est pas l'observatoire, monsieur le député, qui va complètement réguler les... Ah non, pas complètement, mais c'est une partie. Oui. Pas complètement, hein. Je ne fais pas l'alpha et l'oméga de ces observatoires. Hein. C'est un ensemble de choses aussi. Il y a la direction générale de la concurrence qui doit aussi faire son travail. Parce qu'aujourd'hui, il y a des situations monopolistiques où aujourd'hui, la direction de la concurrence doit travailler sur les Antilles, notamment la Martinique. C'est souvent les mêmes. C'est souvent les mêmes, mais ils savent faire. C'est-à-dire, ils savent faire. Ils savent faire par des biais pas détournés, mais ils savent manier les lois. Donc là aussi... Ou le système. Et le système. Et le système. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, cette direction de la concurrence doit avoir plus de moyens pour pouvoir travailler, pour faire en sorte d'éviter ces effets monopolistiques. Voilà, il était notre invité aujourd'hui dans cette émission, les invités de Mike, donc Giovanni William, l'un des 4 députés de la Martinique. Vous êtes 4, hein, donc nous sommes 4. Voilà, 4 députés de sénateurs donc, pour ce territoire. Justement, quelles sont les relations entre vous, députés martiniquais, dans cette assemblée pour la Martinique, justement? On s'entend très bien. Mon bureau est à côté de celui de Marcelin Nadeau. Il y a 3 jours, j'étais avec Jean-Philippe Nilor sur la question de la santé. Et Johnny Ajar, je l'ai vu aussi ce jour-là et on a discuté d'autres thèmes. Et on arrive à avoir des textes en commun. On vote les textes ensemble aussi. Sur le budget, nous avons voté d'une même voix sur les amendements qui ont été portés. Vous faites partie du même groupe? On ne fait pas partie du même groupe. Je suis dans le même groupe que Marcelin Nadeau, le groupe GDR. Jean-Philippe Nilor, lui, est au groupe LFI. Et Johnny Ajar au groupe socialiste. Et c'est tant mieux. Hein. Il vaut mieux justement qu'on soit un peu dispersé par les groupes pour pouvoir bien travailler. Il y a une stratégie commune pour ça ou... Même pas. Et on arrive quand même à travailler ensemble. D'accord. Sur plusieurs textes, plusieurs lois, plusieurs propositions. Sur des sujets. Il y a bien évidemment des sujets sur lesquels on ne peut pas être d'accord, les 4. Mais on a tous le même intérêt. Donc, celui d'être efficace pour notre territoire. Voilà. Et vous travaillez pour que vos propositions se transforment en projet de loi? Non. La différence, le projet, c'est le gouvernement. La proposition, c'est le député. Mais en même temps, une proposition peut se transformer en projet. Ça peut se transformer. Et là, ça va au gouvernement. Ça va au gouvernement. Et pourquoi pas? Moi, dès que c'est voté et dès que c'est appliqué, moi, peu importe si ça porte mon nom ou pas. Très bien. Vous reviendrez nous voir, donc, quand vous voulez, hein, vous revenez nous voir. Donc, ici, à Télé Antilles, monsieur le député,
Giovanni William, donc député donc de la première circonscription donc de la Martinique, qui regroupe donc les villes du Robert, le Lamentin, le François, Trinité et le Gomorrhe. C'est ça. C'est ça, donc nouveau découpage, qui restera toujours le même, ou alors il n'y avait pas Trinité avant. Ça date. Ça date. Ouais, Ça donc, date. Voilà. Tiens, puisqu'on parle de Trinité, c'est l'ancien maire de Trinité qui est le nouveau sénateur de la Martinique. Tout à fait. Frédéric Buval, Ouais. que je salue et que je pense voir très bientôt. Très bien. Non, maire de Trinité. Ah oui, il est. Il était maire de la Trinité, Ouais. vice-président de Cap-Nord, aujourd'hui sénateur. Ouais. Voilà. Et qui est le deuxième sénateur de la Martinique. Catherine Coconne, que D'accord. je salue aussi et que je vois aussi très prochainement. D'accord. Voilà. Très bien, comme ça on aura salué tous les élus donc, de la Martinique aujourd'hui dans cette émission avec Giovanni William. Merci monsieur le député, merci d'être venu nous donner de vos nouvelles dans cette assemblée, dans ce palais Bourbon, donc cette assemblée nationale qui est donc la plus grande assemblée donc, où voilà, les plus grands sont passés. Ça vous fait quoi quand vous arrivez à l'assemblée de savoir que tous les plus grands hommes politiques français ont siégé? Ça vous fait quoi, vous? C'est un honneur, c'est un honneur de savoir que Aimé Césaire est passé par là, de savoir que des grands hommes sont passés par là et qu'il y a eu de très grandes lois qui ont été votées. Je pense à Robert Badinter notamment. Oui. Évidemment, c'est un honneur pour moi et c'est une responsabilité surtout. Voilà. Alors, Robert Badinter, pour ceux qui... Voilà, c'est la peine de mort, notamment. Donc, Exactement. Voilà, merci à vous. Merci de votre disponibilité. Merci d'être venu jusqu'à nous dans cette émission Les Invités de Mike, réalisée par Peggy Ladéon. Nous saluons Jean-François Saint-Louis à la direction donc, de cette chaîne, Daniel Borilla, donc, notre directrice des programmes. Et puis, on va également saluer pour la mise en œuvre de cette émission Lady Sly, donc, qui s'occupe donc, de toute la partie administrative. Et nous allons également remercier Elisa Laurent, donc, qui nous a permis donc, de rentrer et de travailler donc en grande collaboration avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, monsieur le député. Merci à vous. Voilà, donc nos salutations donc, à la Martinique. Vous revenez régulièrement sur la Martinique? Oui, Ouais. je repars la semaine prochaine. Ouais. Oui, tout à Très fait. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Et à très vite sur Télé Antilles avec d'autres invités dans cette émission, Les Invités de Mike. Merci à Peggy Ladéon pour la réalisation technique et merci de nous avoir suivis. À très vite.